ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, tu veux d'abord me parler de fraude immobilière. Oui, c'est quand même des chiffres surprenants là, qui ont été publiés par Equifax. C'était au début du week-end, mais je voulais t'en parler quand même. Equifax qui dit qu'en fait, le nombre de fraudes au Québec depuis un an est passé de 7 à 14 %. Et une fraude hypothécaire, Mario, c'est grosso modo quelqu'un qui produit des faux documents dans le cadre d'une demande de prêt auprès d'une institution financière. Par exemple, toi, tu veux t'acheter une maison à 500 000, Mario, et que tu gagnes, je sais pas, là, 75 000. Puis là, la banque a fait ses analyses, puis elle dit, on peut juste te prêter 425. Là, tu vas aller un petit peu tweaker, là, tu sais, carrément produire un faux pour montrer que tu gagnes plus que ce que un faux relevé d'emploi. Un faux relevé d'emploi ou un faux T4. Là, en tout cas, une fois, là, c'est pas précisé, mais des gens qui soumettent des faux documents ou qui gonflent leurs actifs, là, que ce soit des placements ou de la valeur de certains biens, pour se qualifier. Et là, encore une fois, 7 % je trouvais déjà que c'était beaucoup là, l'an dernier, mais là, 14 % c'est une personne sur 6 qui, lorsqu'ils sont dans une démarche hypothécaire... On n'a pas fourni tous les bons renseignements. C'est pas fourni les bons, Mario, c'est carrément fabriquer des renseignements. Et ça, évidemment, Equifax met les gens en garde et les institutions... C'est niaiseux, mais je veux dire... tu connais la joke du gars qui avait un camion là, de 16 pieds, puis il passait en dessous d'un viaduc, c'était écrit maximum 14 pieds, puis il disait à son chum, on peut y aller, il n'y a pas de police. Là, non, mais c'est parce que je fais mais je fais le parallèle. Là, je fais le parallèle parce que si tu achètes une maison que tu n'as pas les moyens, là, tu falsifies, tu convaincs la banque de te prêter, mais... L'argent, tu l'as pas. Tu vas être... Non, mais tu sais, encore une fois, Mario, les banques, elles sont tenues par des ratios, par exemple, l'amortissement brut, l'amortissement total. Moi, ça me dit que tu vas être essoufflé quand même. Tu vas trouver ça tough payé. Là. Mais ça reste que tu veux vraiment la maison, peut-être que tu penses que tu vas gagner plus. En tout cas, peu importe les motivations. Un autre exemple, Mario, là, parce que là, je te parle de créer des faux, là, carrément aller mettre du liquid paper là, puis changer le chiffre. Mais par exemple, une autre affaire, par exemple, pour la mise de fonds, tu n'as pas la mise de fonds. Quelqu'un te prête de l'argent. Comme ça, tu montres que tu as, je sais pas, 50 000 $ dans ton compte, quand dans les faits, tu le dois, ça aussi. Puis généralement, quand tu déclares tes actifs puis tes passifs au moment d'emprunter de l'argent, tu dois dire, j'ai emprunté à Mario Dumont 50 000 $, il va falloir que je les redonne. Et donc, si tu fais semblant que c'est pas un prêt, mais bien un avoir que tu as au net, évidemment, la banque va avoir plutôt tendance à voir ça favorablement. Par contre, il faut que l'argent soit dans le compte pendant au moins 90 jours avant le moment que tu fais la demande. Puis évidemment, la banque a toute légitime de te demander ça vient d'où, ce 50 000 $. Ah oui? Tu comprends? Si moi je vais puis j'encaisse un chèque que tu m'as fait, Mario, de 50 000, ils vont dire Mario Dumont, 50 000, c'est qui? C'est votre frère? C'est votre père? C'est quelqu'un? Ah non, il me l'a donné pour mes beaux yeux. Là, tu sais, évidemment, ils vont bien sentir. On appelle ça connaître son client. Puis évidemment, tout ça a été mis en place dans toute la réglementation autour du blanchiment d'argent puis l'évitement de la fraude. Là. Si tu reçois de l'argent dans ton compte, l'institution financière est en droit de te demander d'où ça vient. Et donc, effectivement, ils vont le faire aussi. Donc, il y a des gens qui jouent un petit peu avec ces histoires-là de montant. Et si tu dis que ça vient d'un membre de ta famille, souvent, maintenant, les banques vont te demander que le membre de ta famille qui t'a effectivement prêté l'argent fournisse une lettre signée qui dit que, confirme je sais pas, tes parents, là, je prête à ma fille, à mon fils, là, de l'argent pour acheter une maison. Et donc, et ses intérêts et toutes les conditions, évidemment, qui s'appliquent. Bref, tout ça pour dire, je voulais juste deux choses, Mario, en concluant là-dessus. Évidemment, c'est pas une très bonne idée. Là. De frauder. D'accord là-dessus. Mais ce qui est drôle, c'est que Mais est-ce que la banque pourrait, je sais pas, annuler l'hypothèque, parce que une fois que tu as une maison, tu as une hypothèque, c'est sûr que si la banque décèle une affaire de même, c'est certain que tu obtiendras pas le prêt. Puis même souvent... Non, mais après, une fois que tout est signé, tout est fait, là, mettons qu'ils s'en rendent compte. S'ils s'en rendaient pas compte, là, je sais pas, ils pourraient rappeler l'hypothèque. Mais tu sais, entre nous, une fois que l'hypothèque est signée, tu fais tes paiements. Ouais, tu sais, puis je veux dire, ils passent pas leur vie à revérifier des vieilles histoires, là. Tu sais, je veux dire, il faudrait vraiment qu'il y ait une nouvelle information. L'autre chose, par contre, c'est que d'autres institutions financières peuvent être alertées que vous avez fait cette tentative-là et donc, possiblement, vous obtiendrez de prêt nulle part par la suite et même pour une propriété moins chère. Là, donc, à un moment donné, si tu ne voulez pas vous bloquer du jeu de l'immobilier résidentiel au Québec, au Canada, il vaut mieux pas faire ça. Ce qui est un peu particulier pour moi, Mario, c'est que techniquement, tout ça, c'est gravement illégal au sens criminel du terme. Là. Si tu produis un faux document, là, même si tu me le remets à moi, c'est criminel de faire ça.
Et donc, surprenamment, les banques ne transmettent pas cette information-là au corps policier. DPCP, Exactement. Donc, pour l'instant, c'est une genre de zone grise que la principale victime, c'est toi-même. Mais, encore une fois, une mauvaise pratique avec des conséquences étrangement pas si graves que ça, sinon que d'être privé d'emprunter dans certaines institutions financières par la suite. Une entreprise innovante qui reçoit de l'aide du Fonds de solidarité de la FTQ. Ben oui, je les ai déjà côtoyés. À l'époque, je pense qu'ils étaient 12. 12 employés? Ouais. Donc, tu sais, c'est quand même surprenant. Mais grâce à tes conseils, ils sont rendus grands. Non, ils me conseillaient, Mario, si je peux dire. Ils étaient les plus intelligents dans la pièce déjà, il y a quelques années de ça. Et donc, je trouve ça intéressant. L'entreprise s'appelle Vention. C'est une entreprise qui a été fondée par un entrepreneur d'ici qui s'appelle Étienne Lacroix, en fait. Puis, l'entreprise vient d'obtenir là, un financement de 20 millions de dollars du Fonds de solidarité FTQ. L'entreprise, là, comme je te dis, moi, je les ai connus, c'était une petite bicoque. Ils font aujourd'hui 70 millions de chiffre d'affaires. Là, donc, c'est quand même une grosse affaire. Mais l'entreprise, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils se spécialisent dans l'automatisation industrielle. Donc, tu m'as peut-être déjà entendu dire, Mario, puis tu sais, quand je fais des conférences et tout ça, je dis tout le temps, le Québec, on a un déficit d'investissement dans l'automatisation, dans la productivité, surtout dans le secteur des usines, de la production manufacturière. Et donc, de voir qu'il y a des acteurs comme ça qui se dédient puis qui sont quand même capables de faire beaucoup de volume d'affaires à aider les entreprises québécoises et canadiennes à donc, faire le passage. Donc, ils vont robotiser? Exactement, ou automatiser certaines lignes de production, redéplacer l'ordre des machines pour s'assurer que la pièce ou la composante elle parcourt moins de mètres dans son parcours pour vraiment s'assurer d'optimiser la production de bout en bout. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est une des solutions. Là. D'avoir besoin carrément de moins de monde. T'en as moins, t'en trouves plus embauché. C'est absolument nécessaire. Ça inclut aussi, évidemment, Mario, là, tout un volet, la conception, rédaction de code, le logiciel. Là, donc, des fois, des machines, là, industrie 5.0. Là, je veux pas faire mon smart, mais on parle de plus en plus que maintenant, tu achètes des machines, puis possiblement, ces machines-là, elles peuvent se parler entre elles, c'est-à-dire sur le débit, sur différentes problématiques, différents raids qu'elles ont. Et donc, s'assurer... Donc, Vention est capable donc, de faire en sorte que les machines se parlent, que leurs bases de données communiquent entre elles, etc. Donc, ils offrent aussi ces services-là. Ça sonne un peu comme un infopub, mon affaire, mais je trouvais ça vraiment excitant, Mario. Puis, je voulais juste... D'ailleurs, j'ai lu ta chronique sur les usines au Québec. Oui. Plutôt ces derniers jours. C'est en fin de semaine. Puis, je me disais, tu sais, à quelque part, oui, plus d'usines, mais aussi des usines plus performantes, tu sais. Mais j'avoue qu'en l'écrivant, j'ai été moi-même étonné. J'ai fait le recensement là, des dossiers d'usines. Historiques, transmis au BAP. Ouais. Mais il n'y en a pas. En fait, t'as des agrandissements d'Alcan, des usines existantes qui ont agrandi ou modernisé, mais des nouvelles entreprises qui ont investi au Québec, là, ça n'a pas de bon sens. En 20 ans, il n'y en a pas. C'est effectivement assez surprenant. Mais encore une fois, donc là, deux choses là-dessus. Je pense, Mario, que si on était capable de faire la démonstration, puis grâce à des joueurs comme Vention et d'autres, de faire la démonstration que fabriquer au Québec, tu sais, avec l'électricité qui est peu coûteuse, bon, peut-être ça va changer, mais en tout cas, pour l'instant, avec une main-d'œuvre qui est quand même compétente, qualifiée, etc. Puis avec justement des joueurs comme ça, ben éventuellement, ça peut ajouter à l'attractivité du Québec comme terre d'investissement. Puis donc, éventuellement, surtout si, grâce au travail d'entreprises comme ça, le besoin en main-d'œuvre est moins grand par dollar produit ou par pied carré d'usine, bien, éventuellement, ça peut avoir joué vraiment dans le grand échiquier, tu sais, le Québec positionné dans le monde. Et donc, juste un petit clin d'œil, là, Francis Alain, qui a fait le papier, a questionné ce Étienne-là, le PDG de Vention, par rapport à Nordvolt, dont on a beaucoup parlé. Puis, apparemment, Vention est déjà en train d'affûter ses couteaux pour aider Nordvolt parce que c'est une affaire de construire l'usine puis d'avoir les différentes technologies, mais ensuite ça va être d'optimiser justement cette chaîne de production-là chez Nordvolt. Puis j'imagine que comme plein d'autres acteurs au monde, ils vont chercher à faire ça le plus efficacement possible. Donc je leur souhaite bonne chance. En tout Parlant d'efficacité optimale, on pourrait parler du port de Montréal là, qui très 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 rapidement s'assure que les chars volés arrivent dans un container. Très efficace. Moi je suis plutôt fan du port, je vais t'avouer, Mario. OK. C'est pas ça dont tu veux me parler. Non, mais en fait, tu sais, donc le port opère à près de sa capacité maximale dans le site. Depuis un certain temps que ce problème-là. Là, cette année, ça a un peu diminué, mais je pense que c'est conjoncturel. Puis, tu sais, donc, Montréal reste, surtout depuis qu'on accueille les plus gros bateaux, le Panamax Plus et tout. On est vraiment un terre d'accueil extraordinaire. C'est quand même, tu sais, qu'on aime ou pas, mais très efficace de venir à Montréal par rapport à d'autres ports, notamment New York, où il y a beaucoup d'attentes, etc. Il y a beaucoup de volume, mais c'est un peu plus compliqué. À Montréal, ça se passe bien. Et donc, comme on est, comme je le dis, presque à cette capacité-là, ça
fait quelques années, le port de Montréal, c'est le projet d'expansion donc d'un terminal de conteneurs de l'autre côté, à Contrecœur. Là, on connaît le projet, je pense. C'est un projet qui, initialement, devait coûter entre 750 et 950 millions de dollars. Puis là, pandémie, inflation, tout ça, on est rendu à 1,4 milliard quand même. C'est pas une petite augmentation. Et l'enjeu, évidemment, c'est qu'il y a une partie de ça qui va être financée par le public, mais il y a aussi une partie qui va être financée par le privé. Puis ça, pour l'instant, on n'a toujours pas de visibilité là, sur qui seront les bailleurs de fonds côté privé. Mais là, ce matin, le ministre Pablo Rodriguez était là. Ben c'est ça. La bonne nouvelle, donc, c'est que plus il va y avoir de public qui va être promis, dans le fond, envers le projet, plus c'est probable qu'on va pouvoir attirer des acteurs privés parce que, dans le fond, l'argent public, il vient enlever du risque. Là, en finance, on appelle dérisquer le projet. Et donc, c'est quand même une annonce majeure. Là, on parle de 150 millions de dollars du fédéral d'argent neuf qui va venir pour soutenir le projet d'expansion là, de terminal portuaire. Et donc, on est arrivé, là, j'ai fait un peu la somme des montants déjà engagés, un petit peu en bas de 50% de la valeur totale du projet. Mais de la manière que je le comprends, Mario, c'est que c'est de la subvention. Là, donc, ça veut dire essentiellement que c'est de l'argent, entre guillemets, gratuit. Puis donc, ça fait en sorte qu'on peut imaginer un modèle d'affaires ou de l'argent privé. Puis tu sais, quand je dis privé, là, ça peut être Fonds de solidarité FTQ, ça peut être, tu sais, c'est pas privé, ça peut être différents fonds, la CDPQ, etc., qui pourraient embarquer là-dedans. Donc, on va garder l'œil là-dessus. Mais selon les dernières nouvelles, là, Mario, puis j'ai essayé de trouver des mises à jour, mais on souhaite ouvrir le terminal là, en 2026-2027. Donc, c'est comme assez bientôt. Donc, j'imagine que assez rapidement, là, d'ici la fin de l'année, on va Mais ça, il y avait beaucoup de contestations des environnementalistes qui voulaient pas voir le port s'étendre encore moins sur la rive sud. Puis là, ce secteur-là, il y avait je sais plus quel oiseau, poisson. Non, c'est un poisson, là, le chevalier cuivré, là, qui est menacé d'extinction. Je vois ta face. Je sais que tu vas souvent à la pêche au chevalier cuivré. Toi, t'es un gars de la rive sud, en plus, Contrecœur, c'est pas très loin, mais tu sais, pour dire, il est menacé de disparition, puis il faut qu'il obtienne une dérogation de pêche et océan pour pouvoir ça, on l'a pas encore. On l'a pas encore. Mais c'est certain qu'une fois que le financement va être attaché, que les plans vont être signés, etc., on pourra au moins ouvrir la question avec pêche et océan, puis peut-être que ça va être, je sais pas, déplacer les poissons. Là, je sais pas si ça se fait vraiment, mais peut-être construire un aquarium. Je trouve que ça manque d'aquarium à Montréal. Mais c'est parce que il y a beaucoup d'espèces. Tu sais, je me souviens de la rainette faugrillon, puis la couleuvre brune. Oui. Ils vont te dire que ça, c'est en voie de disparition, c'est une espèce protégée. Puis là, ben genre, l'année d'après, t'as un autre projet à 45 km de là, dans il y a des rainettes faugrillon. Mais là, tu disais, ben, il me semble l'année passée, c'était les dernières. Puis là, finalement, à une autre place, là, tu regardes les... Fait que tu dis, ouais, il en reste plus qu'une quand même. Je dis pas que c'est des espèces qui n'ont pas des enjeux, là. Écoute, j'ai un autre sujet de chronique, Mario, peut-être, mais tu sais, ça reste que dans ces affaires-là, mettons les rainettes, là, je suis pas un grand spécialiste, mais tu sais, mettons qu'il reste 3-4 sites, tu sais, c'est sûr que si t'enlèves un des sites... Non, s'il en reste 3-4. Mais parce que des fois, tu peux avoir... Mettons que tu regardes ça de loin, t'es pas un expert, tu peux avoir l'impression de, mais voyons, il y en a partout. Là. À chaque fois qu'on fait un projet, il y en a. Fait que tu développes l'impression que, ben voyons, il y en a. Mais parce qu'on a quand même beaucoup développé, surtout dans la région de Montréal, le territoire. Puis je veux dire, c'est certaines espèces indigènes-là qui, Mario, ils vont pas jusqu'au Groenland puis jusqu'en Floride. Ils sont au Québec, possiblement dans la région de Montréal, Montérégie, la Naudière, Laval. Fait que c'est sûr que là, des sites vierges, marécageux, il en reste moins qu'il en restait. Mais effectivement, là, c'est des enjeux comme ça. Bref, je souhaite la meilleure des chances au port. Puis je souhaite quand même qu'on ait un port de classe mondiale, fait qu'on trouve un arrangement concernant ce poisson et qu'on ait le financement surtout. Merci Francis, à demain. À demain. L'exercice